Donc les trois types de devises à ce jour sont, vous savez, l'argent des dieux, l'or et l'argent. Ensuite, vous avez l'argent gouvernemental, ce qui est la monnaie fiduciaire, le dollar, l'euro, le yen, le yuan. Et ensuite, vous avez l'argent du peuple, ce qui est la crypto. Vous avez été plus de 30 000 à voter oui pour une vidéo sur le Bitcoin et les crypto-monnaies et l'économie. Du coup, vous savez ce qui vous attend aujourd'hui. C'est parti. La technologie de la blockchain a été inventée en 2008 par un développeur anonyme surnommé Satoshi Nakamoto. Cette technologie a découvert le jour avec la toute première crypto-monnaie inventée au monde, Bitcoin. Ce système cryptographique a été créé dans le but de devenir le premier système de paiement digital qui n'est pas contrôlé par les banques centrales et le gouvernement, et qui est totalement décentralisé. En effet, il n'a jamais existé auparavant un système de paiement de personne à personne en ligne, ce qu'on appelle P2P ou peer-to-peer dans le monde de la crypto-monnaie. Par exemple, lorsque vous payez votre café avec votre carte bancaire, ce n'est pas vous qui payez votre café, mais votre banque. Plus précisément, vous demandez à votre banque de payer et elle peut accepter ou refuser l'opération. Et vous me direz, oui mais quel est le problème ? Ah, j'espérais justement que vous me poseriez cette question. Il est primordial de comprendre dans quel contexte Satoshi Nakamoto a décidé de créer le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé suite à la crise économique de 2008, et ce n'est pas pour rien. Il est important de savoir que les monnaies gouvernementales finissent toujours par mourir. La raison est simple. Les gens au pouvoir succombent toujours à la tentation d'en vouloir plus. Déjà à l'époque, par exemple, les empereurs romains diluaient l'or de leurs pièces avec du métal, pour ne finir plus qu'avec des pièces de métal qui ne valaient plus rien. Ce qui n'est fondamentalement pas un problème en soi. Le vrai problème était l'augmentation du nombre de pièces en circulation. Comprenez bien que plus il y a une augmentation du nombre de pièces dans un pays, moins ces pièces ont de valeur. On appelle ça l'inflation. Vous connaissez d'ailleurs probablement la suite. Toute l'économie de Rome s'est effondrée, durant le 4e siècle après Jésus-Christ. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon décide à nouveau d'emprunter ce chemin dangereux, en annonçant l'arrêt provisoire de la convertibilité du dollar en or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Cet arrêt était dit provisoire, mais pourtant encore en vigueur à ce jour. Ce qui veut dire que depuis cette date, les banques ont plus ou moins champ libre en ce qui concerne la création monétaire par le prêt bancaire. D'ailleurs, la valeur de l'argent fiduciaire ne cesse de diminuer depuis cet événement, et la plupart des marchés subissent de grosses bulles qui devront tôt ou tard éclater. Du coup, comment se protéger de l'hyperinflation et de l'explosion de ces bulles qu'on retrouve sur la plupart des marchés financiers? La plupart des investisseurs aguerris se tournent actuellement, et de plus en plus, vers des métaux précieux comme l'or et l'argent. Ces deux métaux précieux sont souvent utilisés comme un investissement sécuritaire avant tout. Ce qui est intéressant et qui n'existait pas auparavant, c'est encore une fois le Bitcoin, qui représente en quelque sorte l'or digital. Si vous ne le saviez pas, tout comme l'or, le nombre de Bitcoin est limité. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a un mineur qui mine un bloc toutes les 10 minutes. Et il y a 12,5 bitcoins offerts par bloc résolu à ce jour. Mais ce chiffre est divisé par 2 tous les 4 ans. Ces informations nous permettent de prévoir l'année durant laquelle le dernier bitcoin sera miné, soit en 2140. Les personnes qui minent du bitcoin sont appelées les mineurs. Ce sont en gros des geeks passionnés de technologie, qui ont acheté des machines qui leur permettent de résoudre des calculs mathématiques automatiquement. Ces mineurs sont récompensés en bitcoin lorsqu'ils résolvent la dernière équation mathématique d'un bloc de la chaîne. D'ailleurs, on appelle ça la blockchain, comme si c'était quelque chose de singulier. Alors que ce serait plutôt une chaîne de blocs, à laquelle un nouveau bloc s'ajoute toutes les 10 minutes. Mais ce n'est pas tout. Leurs machines permettent également à la blockchain de Bitcoin de fonctionner et d'être hautement sécurisée. Enfin bref, revenons à nos moutons. En ce qui concerne la réserve de valeur, il faut savoir que le Bitcoin a plusieurs avantages par rapport à l'or, même si malgré tout, son futur reste plus incertain que celui de l'or. Pour commencer, contrairement à l'or, le Bitcoin ne peut pas être transporté physiquement. En effet, le Bitcoin est uniquement digital. Le Bitcoin est utile pour le transfert de valeur en ligne, rapide, sécurisé et pas cher.
D'ailleurs, ces trois caractéristiques devraient s'améliorer de façon exponentielle avec le développement du Lightning Network. Il faut également réaliser que les nouvelles générations sont déjà habituées à ce monde digital, ce qui nous laisse présumer qu'en cas de crise, ils n'auront aucun mal à conceptualiser et à communément accepter la valeur et l'utilité de Bitcoin malgré son intangibilité, alors que les anciennes générations iraient plutôt protéger leurs capitaux dans l'argent des dieux, autrement dit, les métaux précieux. À ce stade de la vidéo, nous avons parlé des utilisateurs, qui sont donc les investisseurs et les crypto-enthousiastes. Et nous avons également parlé des mineurs, qui contribuent au bon fonctionnement du système des crypto-monnaies. La troisième catégorie des acteurs dans l'écosystème de la blockchain sont les développeurs. Sans développeurs, il n'y aurait ni mineurs, ni utilisateurs. D'ailleurs, le jeune développeur Vitalik, qui rédigeait un magazine sur le Bitcoin en 2011, a lui réalisé que la blockchain pouvait être utile dans bien d'autres domaines que celui du paiement en ligne. Dès lors, il créa la crypto-monnaie Ethereum, qui fonctionne sur la base de smart contracts. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que de nombreuses entreprises lancent leur tech startup sur la blockchain d'Ethereum, qui propose beaucoup plus de fonctionnalités que celle de Bitcoin. Cette nouvelle technologie pourrait mettre tout type d'intermédiaire dans une situation délicate. Ces startups se lancent sous forme d'ICO, ce qui est l'équivalent d'IPO en bourse. Mais elles offrent la possibilité d'investir à monsieur et madame tout le monde. Malheureusement, parmi ces ICO, on y trouve beaucoup d'arnaques, et beaucoup de personnes y perdent leur argent. Il est bon de savoir que Bitcoin reste au final la crypto-monnaie la plus décentralisée qui soit, mais il est également important de ne pas oublier qu'elle ne vous offre pas pour autant l'anonymat à tous les niveaux. Le grand journal, également appelé le Ledger, contient toutes les transactions et les détails qu'elles contiennent, à part votre nom, qui est remplacé par votre public key. Ce grand journal est public et accessible par tous, comme les codes sources de Bitcoin. Le domaine de la crypto-monnaie est vaste, et les organismes de régulation travaillent toujours sur leur définition de qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Pour le moment, la plupart d'entre elles sont considérées comme des commodités. On est d'accord, si vous ne connaissiez pas le Bitcoin, ça fait pas mal d'infos d'un coup. Du coup, une petite pause café s'impose. Et du coup, dans cette deuxième partie de vidéo, vous allez découvrir l'opinion de plusieurs directeurs d'entreprises. Et d'ailleurs, vous allez voir, ils sont directeurs, mais pas de petites entreprises. Et du coup, je trouve qu'ils sont plutôt bien placés pour vous donner leur avis sur le Bitcoin. Vous êtes investisseur et vous avez investi dans tellement de sociétés comme Twitter, Snapchat et Facebook. Est-ce que vous avez investi dans la blockchain et Bitcoin? J'ai acheté des Bitcoins en 2014. Donc, je vais juste avoir besoin que vous mangiez ça. Juste une minute. Ok? J'adore montrer mon account Coinbase aux gens. Ils sont la merde. J'ai investi 25 000. Maintenant, ça vaut quoi? Donc, Marcus, écoute. Je pense que la blockchain, c'est bien plus gros que ce que les gens réalisent. Les gens qui kiffent ça aiment généralement le Bitcoin. Ensuite, les gens un peu plus intelligents s'intéressent à Ethereum. Mais lorsque vous comprenez qu'est-ce que la blockchain, le truc le plus fou avec la blockchain, selon moi, ça peut littéralement renverser l'Amérique, la Chine et la Russie. C'est autant puissant que ça. C'est une plateforme de confiance. On peut faire des trucs entre nous, et tout le reste est d'or. C'est tellement lourd, mec. Je le comprends théoriquement. Je n'ai pas passé énormément de temps là-dedans, ok? Mais j'en passe de plus en plus dernièrement. Est-ce que les gens qui s'intéressent plus à Ethereum qu'à Bitcoin sont réellement plus intelligents? Je ne pense pas. Mais il faut savoir que Gary Vee est un venture capitaliste, c'est-à-dire que c'est un investisseur qui investit dans les premières phases d'une startup, qui sont en soi des investissements risqués, mais potentiellement beaucoup plus rentables. Et actuellement, il y a énormément de startups, de tech startups qui se construisent sur la blockchain d'Ethereum. Et je pense que c'est pour ça qu'ils pensent que les gens qui s'intéressent à Ethereum sont plus intelligents. Mais pas nécessairement. Il faut savoir que Bitcoin a pour but, actuellement en tout cas, d'être une réserve de valeur, alors qu'Ethereum est plutôt une entreprise et une blockchain qui nous permet une infrastructure sur laquelle on peut construire d'autres entreprises, des tech startups, et justement, entre guillemets, se débarrasser de ces intermédiaires. On va maintenant découvrir quel était l'avis d'un des anciens directeurs de Facebook il y a 5 ans. C'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Parce que ce dont on parle maintenant, c'est que pour les 3 à 5 prochaines années, une incroyablement meilleure réserve de valeur qui est l'or 2.0. Ok? C'est utilisé partout où vous penseriez que ça serait utilisé. Russie, Iran, Irak, Égypte, Venezuela, Argentine. Partout il y a des pressions monétaires. Partout où vous voulez en gros protéger vos avoirs. Et ensuite après ça deviendra probablement un mécanisme de paiement. Vous l'avez remarqué, Chamath Palihapitiya était plutôt positif sur l'avenir du Bitcoin il y a 5 ans. Est-ce que son avis a changé entre temps? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. C'est maintenant un jeu de confiance. Ok? Il n'y a
pas de réelle utilité là-dedans. C'est un avantage fondamental et fantastique dans la réserve de valeur contre les régimes autocratiques et les infrastructures bancaires, qui nous savons sont corrosives à ce dont le monde a besoin pour fonctionner correctement. On ne peut pas avoir des banques centrales qui impriment de l'argent infiniment. Donc voilà ce que je dirais. De la même façon que j'ai dit en 2013 de mettre 1% de vos avoirs dans Bitcoin, je vais encore parler aujourd'hui. Je pense que ce truc vaudra 100 000 Lcoin, probablement dans les 3 à 4 prochaines années. Et je pense que ça vaudra, dans les 20 prochaines années, $1 million le Bitcoin. Donc si vous avez $100 à investir, ce que je dis c'est, mettez $1. Et la raison pour laquelle $1 a autant de valeur, c'est parce que le Bitcoin est fondamentalement pas corrélé aux autres 99% traditionnels. Et si par hasard, tous les gens qui gèrent le 99% ne savent pas totalement ce qu'ils font, ce $1 pourrait tous nous sauver. Après une telle prédiction, je pense que c'est le moment idéal pour partager avec vous la règle d'or, qui est la suivante. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça a l'air de rien comme ça, mais beaucoup de gens ont fini sur le trottoir à cause de Bitcoin. Donc soyez prudents. Malgré tout, je reste hyper positif par rapport à l'avenir du Bitcoin, mais dans l'intervalle, il peut se passer beaucoup de choses. On va maintenant écouter un des frères Winklevoss nous donner son avis sur le Bitcoin. Je pense que Bitcoin peut potentiellement devenir la monnaie de réserve mondiale. En tout cas, en ce qui concerne les devises digitales et tous les autres potentiels altcoins qui pourraient sortir. Je pense que ça crée vraiment... Je veux dire, il y a 168 devises autour du monde, plus ou moins. Il n'y a pas de devises sans frontières. Il n'y a que des systèmes de paiement avec frontières. Je pense qu'Internet a été en manque de paiement depuis le début. Et il aurait été ajouté. Mais vous savez, monsieur Tim Berners-Lee, il aurait, vous savez, ajouté un système monétaire plutôt qu'un système IP protocole. Mais ça a pris jusqu'à 2009 pour que Satoshi résolve le problème des généraux byzantins. Et maintenant, on peut envoyer de la valeur par Internet. C'est vraiment la dernière pièce manquante. 3 ans avant ça, quand on venait de se lancer dans Bitcoin, je ne crois pas que les gens avaient vraiment compris le côté inévitable en gros, pouvoir envoyer des salaires et de l'argent à travers Internet. Et maintenant, je pense que ça devient de plus en plus clair comment tout ça a été retenu. En ce qui concerne le commerce sur Internet, les systèmes de paiement comme Fedwire, transfert électronique et carte de crédit ont été construits dans les années 50 et 60. Et nous l'avons en gros piraté pour Internet. Et nous avons fait un plutôt bon travail. Mais c'est le moment de libérer le potentiel complet. Et ça arrive. On a commencé avec l'Internet de l'information et on évolue depuis 2009 sur l'Internet des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez compris, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des paiements P2P. Et je sais que vous savez qu'est-ce que P2P. Maintenant, on va découvrir l'avis de Robert Kiyosaki que vous adorez tous. On a dernièrement posté une vidéo avec Robert qui a dépassé le 1 million de vues et on va découvrir son opinion maintenant par rapport au Bitcoin. Donc les 3 types de devises à ce jour sont, vous savez, l'argent des dieux, l'or et l'argent. Ensuite, vous avez l'argent gouvernemental, ce qui est la monnaie fiduciaire, le dollar, l'euro, le yen, le yuan. Et ensuite, vous avez l'argent du peuple, ce qui est la crypto, ce qui est en soi la blockchain. Mais je suis d'accord avec vous. Ceci n'est qu'à ses débuts pour le moment. Et ce gars Warren Buffett et son ami Charlie Munger, ils appellent la crypto-monnaie le poison à rats. Mais ce sont des gars qui, je veux dire, ce sont des gars intelligents, mais ils n'ont pas investi dans Amazon ou Apple non plus. Et maintenant ils sont de retour pour ça. Et ils investissent à fond dans Amazon et Apple. Donc ils appellent la crypto le poison à rats, mais en même temps Singapour, qui est un endroit très sophistiqué, qui est dans une nation insulaire bien gérée, ils ont des obligations en Bitcoin et tous ces trucs par le gouvernement. Donc, je pense que lorsque je me penche sur la crypto, je devrais plutôt parler aux personnes qui savent de quoi elles parlent. Pas un tas de vieux gars comme moi. C'est une perte de temps. Mais la chose que je trouve vraiment intéressante par rapport à la crypto, c'est que les jeunes de votre âge, vous les minez. Vous savez, la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant, c'est parce que j'ai listé 3 sociétés à Toronto. Je veux dire, Toronto est sur le marché boursier de Vancouver. J'étais un mineur. J'ai commencé à miner de l'argent et de l'or. Et maintenant, votre génération a commencé à miner des bitcoins et des crypto-monnaies. Et ça va altérer le monde à jamais, d'ici quelques années. Si vos parents et vos grands-parents ne sont pas super enthousiastes lorsque vous leur parlez de vos investissements Bitcoin et crypto-monnaies, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être normal en soi et même bon signe. Et en ce qui concerne l'exploitation minière virtuelle, il faut savoir que c'est exactement comme avec l'or. Plus vous minez de l'or, plus c'est difficile d'en trouver et d'en miner. C'est pareil avec le Bitcoin. Plus vous minez du Bitcoin, plus c'est difficile d'en miner, simplement parce que les calculs que résolvent les machines sont de plus en plus difficiles à résoudre. On va maintenant découvrir l'avis du directeur de Twitter et de Square.
On a eu un débat déchaîné toute la journée ici sur la scène à propos de Bitcoin et les crypto-monnaies. Et vu que vous êtes là, et que Ken Chenault était également là plus tôt dans la journée, aussi dans le domaine du paiement, quel est votre avis sur le Bitcoin et les crypto-monnaies? Est-ce que c'est une fraude? Est-ce que c'est le prochain Enron? Ou est-ce que c'est là pour rester et bien réel? Je pense que c'est facile de se perdre dans son aspect superficiel et dans le niveau de surface, et d'ignorer toutes les technologies incroyables en dessous. Je pense que le white paper de Bitcoin est l'une des œuvres majeures de ces 20 dernières années dans les sciences informatiques. Je pense que ça a des impacts qui vont bien au-delà de la crypto-monnaie. Je pense que ça a des impacts sur la confiance. Ça a des impacts sur l'identité. Mais c'est une continuation de la décentralisation. On a vu la décentralisation fonctionner avec Internet. On a vu la décentralisation marcher avec les informations sur un cloud. On a vu la décentralisation fonctionner avec l'informatique, avec des plateformes comme AWS et DCP. Et on continue à voir, dans l'une des dernières utilités fondamentales qu'on utilise en tant que société, ce qui est le grand journal. C'est un grand journal décentralisé. Et cela contient un pouvoir extrême. Donc je veux m'assurer qu'en tant que société, et ça ne concerne pas seulement Square, mais également Twitter, que nous nous intéressions à des technologies comme la blockchain et comme les crypto-monnaies, et apprendre comment est-ce qu'on peut appliquer ça, pour créer de nouvelles expériences ou créer de nouvelles efficacités, pour faire des choses qu'on essayait déjà de faire, mais qui nous ont gênés par le passé, à cause de X ou Y ou Z. Mais maintenant, nous avons soudainement eu cet incroyable accélérateur que nous pouvons appliquer de façon unique. Donc je suis inspiré par ça. Nous acceptions Bitcoin en 2014 avec Square. Et beaucoup de nos vendeurs à cette époque vendaient des choses comme de l'encens et des bougies. Et il s'est avéré que les gens en 2014 n'utilisaient pas Bitcoin pour acheter de l'encens et des bougies. Donc on n'a pas vu beaucoup de transactions, mais on a appris énormément de tout ça. Et nous avons intégré cette façon de penser. Je pense que c'est fascinant. Donc, je ne tomberai pas dans le piège de m'en débarrasser à cause de l'aspect du niveau de surface. Je regarderai vraiment profondément dans la technologie et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour améliorer les choses. Et, vous savez, améliorer une nouvelle forme de communication autour du monde, ce qui est notre façon de traiter et notre façon d'échanger de l'argent. Selon moi, l'élément le plus important et à retenir, c'est de ne pas se perdre dans le niveau de surface. Et qu'est-ce que le niveau de surface? C'est simplement le prix et l'évolution du prix du Bitcoin. Il faut savoir que l'évolution du prix du Bitcoin est plus un indicateur de la psychologie des marchés plutôt que l'évolution de la valeur réelle. Parce qu'au moment où je vous parle, le prix du Bitcoin est en train de s'effondrer alors que les technologies s'améliorent de jour en jour. Et c'est justement dans ces zones-là qu'il faudrait investir si vous souhaitez investir, plutôt que lorsque le Bitcoin est à 20 000. Ce qui est plus ou moins logique, mais peut-être contre-intuitif lorsqu'on veut vraiment investir. Peu importe. Maintenant, vous allez découvrir l'avis de McAfee. Oui, j'ai bien dit McAfee. Vous avez peut-être l'antivirus. C'est plus du tout le propriétaire de McAfee. Ça a été vendu il y a bien longtemps. Mais il va nous donner son avis sur le Bitcoin. Est-ce que votre chiffre pour le million de dollars est basé sur des maths? Je sais que vous êtes un mathématicien. Je crois même que vous avez un master en mathématiques, n'est-ce pas? Je crois bien que vous avez un master en mathématiques. Et étant une personne qui est dans les maths, et que votre cerveau est branché sur tout ce qui est maths, êtes-vous arrivé à une valeur d'1 million de dollars basée sur une formule, ou est-ce que vous êtes arrivé à une valeur d'1 million de dollars basée sur une supposition de ce que vous pensez que ça vaut? J'ai regardé le nombre d'utilisateurs et la croissance des utilisateurs. Et j'ai choisi le million parce que ça doit être plus qu'un million, je peux vous le garantir. J'ai regardé ça de cette façon et j'ai trouvé peut-être entre 3 et 7 millions. J'ai aussi regardé ça de la façon exploitation minière, ok? Qui est selon moi beaucoup plus fiable. Le dernier Bitcoin à miner. Ok, il y a 10 000 mineurs. Merci Jimmy. Le niveau de difficulté pour ce dernier Bitcoin sera presque infini. Cela coûtera 4 à 5 milliards de dollars pour miner ce dernier Bitcoin. Et les mineurs le feront. La valeur de ce dernier Bitcoin se doit d'être plus que le travail accompli pour miner cet enculé. Donc si ça coûte, disons même 1 milliard de dollars. Donc disons 1 milliard de dollars pour miner le dernier Bitcoin, travaillant à l'envers depuis là pour définir qu'est-ce qu'il en sera en fin 2020. Donc deux façons d'arriver au même chiffre. Entre 5 millions, c'est probablement plus juste. 1 million, c'est bien en dessous de la tranche inférieure. Donc je suis vraiment en sécurité. C'est fascinant de vous regarder et de voir le niveau de conviction que vous avez. Ce n'est même pas de la conviction. Je regarde la réalité, objectivement. Non pas ce que je souhaiterais voir, mais ce que c'est réellement. Oui, vous avez bien compris, 1 million le Bitcoin en fin 2020. Est-ce que je pense que c'est possible? Oui, littéralement, dans ce domaine, plus ou moins, tout est possible.
Par contre, je pense que c'est un peu ambitieux pour fin 2020. J'imagine que, je suis certain que le Bitcoin va dépasser le million, largement d'ailleurs, tôt ou tard. Mais fin 2020, c'est peut-être un peu précoce. Mais qui sait, de toute façon, c'est de la spéculation, personne n'en sait rien. Voilà, maintenant on va découvrir qu'est-ce que Andreas Antonopoulos a à dire sur le Bitcoin, sachant qu'il est le défenseur, on l'appelle comme ça, du Bitcoin. Malgré le fait qu'on disait à tout le monde que le monde était sur le point de changer, personne ne nous a cru. Du moins, personne ne m'a cru, parce que j'avais 19 ans et j'étais bizarre et timide. Donc ça n'a pas vraiment marché. Mais ça m'a appris une chose. Ça m'a appris à faire confiance à mon instinct. Parce qu'en effet, ça a changé le monde. Mon deuxième livre s'appelle The Internet of Money. La raison pour ça, c'est que la technologie dont je vais vous parler aujourd'hui est sur le point de transformer le monde. À part égale. Elle va également transformer Internet, Bitcoin, ridiculisé, moqué, ignoré pendant les 5 à 6 premières années. Plus tellement de nos jours. Les gens commencent à s'y intéresser, exactement comme avec Internet. Les choses qui étaient auparavant impensables sont maintenant pensables. Les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on leur a dit. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Vendeurs de drogue, pornographeurs, criminels. Devinez quoi? C'est ce qu'ils ont dit à la première conférence en 1993 à propos d'Internet. Ils avaient tort à cette époque, ils ont tort maintenant. Et dès le moment où vous commencez à parler du Bitcoin et penser au Bitcoin, ça fait remonter une question vraiment difficile. Qu'est-ce que l'argent? Et la plupart d'entre nous, il s'avère que de toutes les conversations avec des milliers de personnes que j'ai eues autour du monde, n'ont aucune idée de qu'est-ce que l'argent ou comment est-ce que ça fonctionne. C'est l'une de ces technologies qui est tellement ancrée dans notre culture qu'elle est devenue complètement invisible pour nous. Dans les faits, nous n'avons même pas besoin de penser à l'argent, à part si ça s'arrête de fonctionner. Le Bitcoin fait remonter beaucoup de questions par rapport au système actuel et l'argent et justement la gestion de cet argent par le gouvernement et les banques centrales. Et du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actualités à ce sujet dans le futur. Mais on n'y est pas encore. Ce qui est bon à savoir, c'est que déjà, il y a plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter du Bitcoin. Et sur l'une de ces plateformes, qui est l'une des plus populaires, on est d'accord, Coinbase, il y a plus de 25 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs que de Bitcoin. Donc, tous ces utilisateurs ne pourraient pas avoir un Bitcoin chacun. Et je trouve que cet élément, rien que cet élément nous fait réaliser à quel point le Bitcoin pourrait augmenter dans sa valeur. Voilà, encore une fois, je ne vous incite pas à investir dans le Bitcoin. Faites vos recherches, faites-vous votre propre opinion, puis investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour ceux qui veulent investir déjà 100 € ou plus dans le Bitcoin, si vous utilisez le lien qui se trouve dans la description, vous allez gagner 10 € sur votre investissement et pareil pour nous. Donc c'est gagnant-gagnant, mais ne le faites pas si vous n'êtes pas prêt et prenez le temps justement d'étudier, de potasser là-dessus avant de vous lancer et de commencer à investir. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de nous laisser un commentaire. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme celle-ci sur l'économie, on n'a pas beaucoup élaboré sur l'économie, on pourra le faire dans le futur si vous le voulez. Putain, le mec il est parti sans dire. Au prochain épisode. Au prochain épisode. Si vous ne l'écrivez pas, il pourrait arriver que le jour suivant, vous soyez